La haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui est réalisé par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire de 52 minutes destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui sera consacré aux principaux défis auxquels l'Afrique, notre continent, sera confronté en cette nouvelle année 2025. Il est intitulé « 2025, une nouvelle année de grands défis pour l'Afrique ». Alors pour une année 2024 marquée par de profondes transformations, mais également par des crises, des conflits, l'Afrique aborde 2025 avec de grands défis sur les plans politiques, économiques et diplomatiques. Plusieurs événements clés façonneront assurément l'évolution du continent africain. Alors, quels défis et quelles perspectives pour le continent africain en 2025 ? Quelles sont les grandes tendances à surveiller cette année dans le domaine économique ? Quels sont les grands rendez-vous politiques à retenir pour cette nouvelle année ? Il s'agit là de quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mes invités. Alors pour nous en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM Monsieur Michel Colomb, journaliste et essayiste belge. Bonjour Monsieur Michel Colomb. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Un plaisir pour moi aussi. Alors le plaisir est immensément partagé. Alors je rappelle juste que Monsieur Colomb est un spécialiste de l'analyse de la propagande de guerre et de la désinformation médiatique et développe dans plusieurs ouvrages de ses livres. Alors développe dans plusieurs de ses ouvrages le concept de médias mensonges ou mensonges relayés par les médias qui ne sont, d'après lui, que la voix des pouvoirs économiques, financiers ou politiques des organes de propagande manipulant l'opinion, notamment pour justifier l'entrée en guerre d'un pays contre un autre. Ai-je oublié quelque chose Non, c'est dans la présentation, Monsieur Colomb. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a également avec nous Monsieur Mokrane Touarabi, journaliste politique. Notre confrère de la presse écrite travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Mokrane, bonjour. Bonjour M. Chafaoui, bonjour à M. Colomb et à Rima Rouibi et à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci à vous, M. Mokrane Touarabi. Nous serons également accompagnés, comme souvent dans cette émission, par Madame Rouibi Rima, enseignante universitaire et spécialiste des médias. Bonjour Madame Rouibi Rima. Bonjour Mokrane, et je suis honorée d'être à côté de Monsieur Michel Colomb. Bonjour à notre confrère aussi du Burkina. Merci beaucoup, justement. Vous me tendez la perche pour présenter notre confrère. Donc il y a en direct avec nous depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, notre confrère et ami Abdoul Fattav Thiemtouré, journaliste et rédacteur en chef à Omega Media. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Abdoul. Bonjour Zine et bonjour à tout le monde autour de la table. Bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors Abdoul, à travers vous, nous saluons tous nos confrères burkinabés. J'espère que tout le monde va bien. Nous vous souhaitons tous une joyeuse année 2025. Merci beaucoup. Merci. Bonne année à vous. Merci. Alors, nous allons commencer. Avant de parler de l'Afrique, Monsieur Michel Colomb, comme nous avons l'immense plaisir de vous avoir avec nous et la chance de vous avoir avec nous. Alors, quel est l'état du monde en ce début d'année 2025 ? Est-ce que ce début d'année 2025 commence comme c'est terminé l'année 2024, c'est-à-dire dans le chaos ? Est-ce que, à vos yeux, le monde est aussi chaotique qu'il l'était il y a quelques jours ? Écoutez, en 2011, Investigation a publié un livre qui s'appelle La stratégie du chaos, des entretiens avec Mohamed Hassan, qui analysait la façon dont les États-Unis et l'Europe, les puissances coloniales anciennes et nouvelles, étant déjà dans un processus d'affaiblissement, ne parvenant plus à garder la mainmise
par le colonialisme classique, avec l'envoi des troupes, des gouverneurs, des choses comme ça, recouraient à la stratégie du chaos. Un proverbe africain m'a-t-on dit, ce que tu ne peux contrôler, détruis-le. Et donc, le fait de semer la division, de fragmenter, d'utiliser toutes les questions religieuses, nationales, hommes-femmes, tout ce qui est possible pour semer la division, oui, on est là-dedans. C'est effectivement un monde effrayant quand on voit qu'on perpètre un génocide, que tout le monde peut voir les images que ces journalistes palestiniens montrent courageusement. On voit un génocide en direct et nous avons les puissances qui se prétendent les modèles du monde, les modèles de la démocratie, des droits de l'homme, qui nous disent c'est normal, c'est normal. Oui. Donc on voit d'un côté l'horreur et de l'autre côté, je crois qu'on voit la résistance. Gaza résiste, les Libanais résistent, les Syriens ont connu une grosse défaite et des jours tragiques s'annoncent, mais on voit déjà que la résistance existe. J'étais en Iran il y a 2 semaines, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas du tout décidés à se laisser faire. Et donc je crois qu'on voit en Amérique latine aussi, j'ai mon camarade José qui est maintenant à l'investiture de Maduro en Amérique, au Venezuela, je peux vous garantir qu'il y a énormément de résistance partout. Donc c'est un monde assez fascinant où tout s'accélère, où on a d'un côté l'horreur et le mensonge et de l'autre côté des résistances. Et je crois que la clé, ce sera que ces résistances puissent se coordonner et assurer une meilleure information. Et là, je parle en tant qu'Européen. Il faut bien se dire que les Européens sont sous-informés, sont désinformés, ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde. Du coup, il y a énormément d'angoisse. Je lisais que les ados prennent de plus en plus d'antidépresseurs. Je l'entends dans toutes les conférences que nous donnons. On ne comprend pas le monde. On a peur de cette guerre qui se rapproche. Mais, pardon. Et donc, il y a vraiment... par rapport à ce sentiment d'angoisse et d'impuissance, qui est une passivité vis-à-vis des crimes que commettent nos gouvernements européens, il y a besoin de ce que j'appellerais engager une bataille de l'information tous ensemble. Monsieur Michel Collomb, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous vivons une séquence en fait qui renvoie à un nouveau partage du monde, une tentative de partage du monde par les puissants? Clairement, il faut savoir que quand est-ce que les 2 guerres mondiales sont survenues? La première, quand le rapport des forces entre l'Angleterre et la France, qui étaient les grandes puissances coloniales dominantes, et qui déclinaient relativement par rapport à l'Allemagne montante, et l'Allemagne dit « vous avez partagé l'Afrique, j'ai eu que les petits morceaux, c'est pas juste, et donc on va repartager le gâteau », sans demander l'avis des Africains évidemment, comme toujours à l'époque. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Allemagne qui repart à la revanche. Et effectivement, maintenant l'histoire se répète jamais, il y a beaucoup de variantes, mais on a effectivement un empire en déclin, les États-Unis. Et ça, c'est pas moi qui le dis, on le lit dans les textes de leurs stratèges fondamentaux, Brzezinski, Kissinger, toute une série. Leur point de départ, c'est voilà, notre économie est en déclin, je ne pose pas la question pourquoi, et nous devons absolument tout faire pour garder la domination sur le monde, donc par la guerre, par la corruption, etc., mais essentiellement par la guerre et un peu aussi la stratégie de division dont on a parlé. Oui, c'est clairement un monde en déclin et je crois qu'on doit perdre. Il y a trop un sentiment de respect. Ils sont supérieurs, nous on ne vaut rien. Je crois qu'on doit perdre le respect vis-à-vis de ces empires qui sont dans une crise profonde et il faut justement utiliser cela pour proposer une alternative et emmener le monde vers autre chose que ces guerres qui deviennent à répétition. Oui. Alors, une dernière question, Michel Collomb, avant de faire un premier tour de table. Quel est le regard, vous, que vous portez en tant qu'Européen, mais aussi en tant qu'intellectuel engagé, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'Afrique? Comment percevez-vous l'Afrique depuis la Belgique, pays où vous vivez? Oui, écoutez, le sentiment en tant que Belge par rapport à l'Afrique, c'est d'une part la honte que
notre puissance coloniale, le passé colonial, voilà, a commis des crimes épouvantables, particulièrement au Congo, mais je pense aussi au Rwanda, au Burundi, et la responsabilité dans la préparation du génocide. Donc voilà, en même temps, j'ai beaucoup d'amis africains. Investigation a publié à ma demande le manuel stratégique de l'Afrique de Saïd Bouamama, et on est très heureux de voir que les voies de la résistance se renforcent, que l'idée du panafricanisme, de l'unité dans la solidarité, justement pour mettre fin au colonialisme, progresse. Et donc, oui, c'est mon sentiment maintenant, c'est un sentiment d'espoir. L'Afrique est quelque part le continent le plus riche du monde. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que la population est la plus pauvre. Et donc, si les peuples prennent les choses en main, ça fera du bien à tout le monde, y compris à nous, Européens, qui devons absolument sortir de cette mentalité coloniale. Mais Monsieur Michel Colomb, puisque vous parlez d'histoire coloniale, vous parlez de mémoire, est-ce que vous êtes aussi favorable, comme le sont beaucoup d'Africains, pour que justement les anciennes puissances coloniales reconnaissent justement les crimes commis durant la colonisation ? C'est indispensable. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour une relation apaisée entre l'Afrique et l'Europe, et particulièrement les anciennes puissances coloniales européennes ? C'est indispensable, d'autant plus que, je vais dire, il subsiste une mentalité coloniale dans les populations européennes. Quelque part, c'est normal. On est le continent qui a colonisé le monde entier, qui a commis le génocide des Indiens, qui a commis la traite des esclaves, dont le souverain coupait les mains aux Congolais qui ne voulaient pas travailler pour lui. Et ça laisse des traces profondes. Vous savez comment on m'a élevé, moi, dans une école très élitiste chez les Jésuites à Bruxelles, dans les années 50. On me disait, je me souviendrai toujours de ça, au catéchisme, on me disait « les Noirs sont par nature indolents et paresseux ». C'est déjà un stéréotype... Et voilà, qui on m'a élevé là-dedans. Vous voyez, donc, même si maintenant on n'ose plus dire ça, dans la tête ça reste. Et j'ajoute, on disait les Arabes sont sournois, les Chinois sont sadiques. Bref, il n'y avait que les Européens blancs qui étaient bien. Et ça laisse des traces encore maintenant. Il y a un mépris. Il ne faut pas en vouloir aux populations. Elles sont élevées comme ça, elles sont endoctrinées par leur télé. Mais il y a tout un travail à faire. Très bien. Pardon. Merci beaucoup, Michel Colomb, pour tous ces éléments. Alors, que mes camarades et confrères présents dans le studio m'excusent, mais je donnerai la parole en second à notre confrère du Burkina Faso, Abdoul Fattah Thiam-Touré. Je le fais parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du Burkina Faso, et puis je redoute qu'on le perde. Donc, Abdoul Fattah, tu es avec nous ? Oui, je suis bien là. Ah, très bien. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord, avant de commencer à parler des défis qui attendent l'Afrique en 2025, nous faire un petit point de situation sur la situation au Burkina Faso. Bon, on se répète, mais c'est pas grave. Oui, le Burkina Faso se porte en début de 2025 comme il se portait en fin 2024. On va dire que c'est un pays à l'image de l'Afrique qui fait face à de nombreux défis. Nous sommes en plein cœur du Sahel, un Sahel qui est mouvementé depuis une dizaine d'années au moins par la crise sécuritaire, notamment liée aux groupes terroristes qui sévissent surtout dans le nord du Burkina, mais depuis quelques années malheureusement dans plusieurs régions, que ce soit à l'est, dans le nord, dans le nord-ouest et un peu au sud aussi au niveau des frontières avec les pays côtiers comme le Togo, le Bénin. Oui. Donc on a un pays avec, on va dire pratiquement le centre qui est contrôlé par l'État burkinabé et beaucoup de parties du pays qui sont contrôlées soit partiellement par l'État et partiellement par des groupes qui interviennent de façon sporadique ou complètement hors de contrôle de l'État central. Et dans cette situation-là, comme vous le savez aussi, depuis 2022, c'est l'arrivée des militaires au pouvoir. Oui, oui. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui est en place aujourd'hui, est dans une offensive militaire presque complète. De sorte qu'il y a des voix de plus en plus inaudibles, c'est vrai, mais des voix qui s'inquiétaient de
de la lancée qui a été prise, de l'option qui a été prise par le pouvoir en place, c'est-à-dire que écarter totalement tout ce qui est solution politique ou dialogue avec certains groupes moins radicaux, etc. Tout est militaire aujourd'hui. Selon le gouvernement, il y a des résultats. Il y a plus d'1 million de personnes déplacées qui ont rejoint leur domicile. Mais c'est très difficile aujourd'hui de vérifier tout cela parce que malheureusement, il n'y a pas de communication progressive, de communication étape par étape sur les différents fronts. Il n'y a pas de possibilité non plus pour les journalistes d'investiguer, d'aller au plus près des populations et de justement publier l'information juste. Donc c'est dans cet environnement-là qu'on est. Oui, on le voit, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est actuellement le chef de l'État, investit beaucoup de moyens dans la lutte contre le terrorisme. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il a même décidé de créer de nouvelles brigades, justement, pour sécuriser certaines régions où règne une forme d'insécurité. Oui, il s'agit des brigades d'intervention rapide, qui sont justement une formule de Ibrahim Traoré pour déployer au plus profond du pays des brigades qui peuvent intervenir à tout moment en cas de besoin. Ce sont des brigades qui ont aussi montré leur force, mais aussi leur limite en termes d'exactions et autres. Mais les exactions, il faut le dire, ce sont des allégations que nous n'avons pas la possibilité de vérifier à ce jour. Mais effectivement, ce sont des brigades qui sont lancées. Et en début d'année, pour son message de Nouvel An, il avait annoncé effectivement le déploiement de 5 nouveaux bataillons. Et il y en a 3 qui ont été créés officiellement. Et donc, ils vont être projetés sur le terrain bientôt. Et effectivement, il y a des milliers de militaires qui entrent dans les rangs chaque semestre pratiquement. Et il y a beaucoup d'armements aussi qui sont acquis par l'État burkinabé. Aujourd'hui, il est même difficile d'évaluer les sommes colossales qui ont été investies dans l'armement. Mais c'est clair qu'on a investi plus d'argent dans l'armement ces 2 dernières années que durant la décennie précédente, cette période-là. Mais on a l'impression, Abdul Fattah, qu'il y a une prise de conscience au Burkina Faso que sans le rétablissement de la sécurité, aucun développement n'est possible aussi. Donc ça pourrait expliquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui Ouagadougou mise beaucoup sur le sécuritaire. Je pense que cette conviction est faite, que ce soit au niveau des autorités militaires mais aussi civiles, parce que le gouvernement est constitué aussi de membres civils, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des populations. Je pense que cette conviction est faite. Seulement, la solution ne rencontre pas l'assentiment de tout le monde. Parce que oui, il faut sécuriser le territoire pour relancer le développement. Et l'économie. Mais en même temps, on sait aussi que pour relancer l'économie, pour relancer les grands projets d'investissement, les grands projets de développement dans les différentes régions. Mais en même temps, on sait qu'il y a des ressorts culturels, communautaires, etc., sur lesquels les groupes terroristes, par exemple, s'appuient pour recruter, pour intervenir, etc. Et ce sont des défis auxquels aussi il faut faire face dès maintenant. Vous pensez au Peul, par exemple, à la communauté Peul beaucoup de temps. La communauté Peul, par exemple. Mais qui est quand même stigmatisée aussi. Qui est grandement stigmatisée. Aujourd'hui, ça ne fait pas bien d'être Peul dans certaines localités du pays, malheureusement. Et voilà, et ce sont des réalités qu'on vit, et ce sont des réalités qui sont ancrées en réalité dans la vie communautaire de certaines régions. En fait, les Peuls sont des populations nomades, et leur statut de nomade fait que pendant longtemps, ils ont été stigmatisés, mais c'est une stigmatisation. Ils sont perçus avec méfiance. Ils sont perçus avec méfiance, mais c'est une stigmatisation qu'on a toujours tue, qu'on n'a jamais voulu vraiment reconnaître. On a été dans le déni jusqu'à ce que les groupes terroristes exploitent ces faiblesses-là de notre organisation communautaire, de notre organisation sociale, pour recruter, pour installer leur base, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça devient un véritable problème. On est comme dans un dilemme où on ne sait pas exactement par où prendre le problème. Très bien. Encore une question, Abdul Fattah. Alors, l'année 2025 commence avec une séquence
que nous estimons intéressante. Donc c'est la constitution des États, c'est la constitution de l'Alliance des États du Sahel. C'est aussi la décision irrévocable du Niger, du Burkina Faso et du Mali, donc de se détacher de la CEDEAO. Comment vous, journalistes, et comment l'opinion de manière générale perçoit justement cette décision d'arrêter l'aventure de ces trois pays avec la CEDEAO, qui, je le rappelle, va fêter son soixantenaire cette année. Ce sont des réactions, on va dire, mitigées par rapport à cette décision. Encore une fois, il est difficile de mesurer avec exactitude l'opinion burkinabé depuis qu'il y a une sorte de pression sur les médias et sur les journalistes. Soit dit en passant, plusieurs journalistes aujourd'hui séjournent sur le front des opérations. Oui. Certains ont été enlevés sans aucune forme de procédure officielle et envoyés au front parce que justement ils ont tenu des propos critiques, etc. Donc c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'émettre un avis objectif sur certaines décisions. Mais néanmoins, on peut dire qu'il y a une certaine partie de l'opinion aujourd'hui qui est audible et qui salue cette décision-là. Oui. Au niveau des autorités de ces trois pays, l'option, elle est présentée comme justement dans le sens de plus d'indépendance, de plus de souveraineté. C'est une posture souverainiste parce qu'on estime que la CEDEAO ne s'est pas encore totalement défaite de cette mainmise de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France pour beaucoup de pays membres de la CEDEAO, mais aussi ce qu'on appelle habituellement et peut-être abusivement la communauté internationale. Oui. On estime que la CEDEAO n'est pas suffisamment indépendante sur les décisions qu'elle prend et que les chefs d'État ne prennent pas les spécificités qui justifient cette prise de décision au niveau de l'Alliance des États du Sahel. Mais les inquiétudes que les populations ont, c'est aussi le fait que ces trois pays sont au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entourés justement en grande partie par ces pays de la CEDEAO. Des pays enclavés. Beaucoup de ressortissants qui résident des pays enclavés justement, et avec beaucoup de populations, des millions de populations qui résident dans ces pays de la CEDEAO. Ce qu'on craint, c'est qu'il y ait un durcissement des relations entre les deux blocs et que finalement ça ne puisse pas profiter aux populations de ces trois pays-là. Et du coup, il y a cette position intermédiaire qui se demande s'il n'y a pas possibilité que l'AES existe, mais à l'intérieur de la CEDEAO, et qu'elle fasse pression pour obtenir certaines réformes à l'intérieur de la CEDEAO. Je pense que c'est une option, à mon avis, moi je me situe dans cette posture-là, mais je pense que ce n'est pas envisageable au sommet de ces trois États-là parce que la décision, elle est ferme et elle est irrévocable jusqu'ici. Oui, mais je crois savoir que les responsables ou les présidents des trois pays, bien qu'ils se soient détachés de la CEDEAO, plaident aussi pour, ou du moins ils ont mis en place des mécanismes pour assurer une libre circulation des personnes et des biens entre les deux blocs. Oui, on a vu cette décision juste après, ou même juste avant le sommet de la CEDEAO. Oui. On comprend que c'est aussi une décision, on va dire quoi, avant-gardiste. C'est une décision pour anticiper la réaction de la CEDEAO dans ce sens-là. Oui. Si jamais la CEDEAO décide d'appliquer des visas, ce genre de mesures-là restrictives, qui puissent porter un coup à la libre circulation des personnes et des biens, ce sera à la CEDEAO de porter justement toutes ces accusations qui sont portées contre elle, la CEDEAO des chefs d'État, la CEDEAO qui ne se soucie pas des populations, etc. Donc les chefs d'État de l'AES ont anticipé sur cette éventualité-là pour dire que effectivement les populations de la CEDEAO sont les bienvenues dans l'AES, il n'y aura pas de visa, et on attend donc sous-entendu que la CEDEAO fasse pareil. Très bien. Merci beaucoup, Abdoul Fattah. Restez avec nous, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Alors,
Rima Louibi, là nous avons planté le décor. Alors Michel Collomb s'est fait un plaisir de nous donner les grands agrégats de la situation géopolitique internationale. Abdoul Fattah Thiem Touré, journaliste burkinabé, nous a parlé du Sahel central. Alors Rima Louibi, quel est selon vous le principal défi auquel sera confrontée l'Afrique cette année? Je dirais que c'est une question assez vaste, mais je vais essayer de répondre selon la question qui m'a été posée. Oui. Je dirais que l'Afrique est confrontée en vérité à plusieurs défis, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan médiatique et que ce soit sur le plan également social. Mais je vais me focaliser davantage sur le plan médiatique, puisque aujourd'hui l'Afrique, l'Algérie en fait partie, fait face à plusieurs stéréotypes. Vous avez parlé des clichés, vous avez parlé d'un discours médiatique qui essaye quand même, on l'a vu hier, avant-hier, certaines déclarations politiques qui nous viennent de la France qui ont été... Nous sommes en pleine guerre de 4e génération. Au sommet, je dirais, oui, mais est-ce que l'Afrique en a les moyens? Moi, je reste optimiste dans la mesure où il y a cette volonté de renaissance, cette volonté de souverainisme. Oui. On a vu les déclarations d'Ousmane Sonko suite aux déclarations d'Emmanuel Macron publiées sur Twitter. On voit que l'Afrique s'impose sur la sphère numérique, ce qui est un point extrêmement positif. On voit également ces derniers temps, je parle d'une expérience personnelle sur Twitter, enfin sur X actuellement, où il y a beaucoup d'espace de partage, de partage d'idées, d'échanges sur la situation politique qui règne en Afrique actuellement. Et je dirais également que cette volonté, je reprends l'expression de notre confrère Siddiq Abba, qui parle aujourd'hui que l'Afrique doit justement porter au plus haut sa propre stratégie, sans s'aligner sur tel ou tel maître. Vous prenez un souverainisme numérique aussi. Oui, également, puisqu'on parle aussi, je ne dirais pas qu'on est dans l'orientalisme pour parler d'Edward Said, mais on parle également d'un impérialisme. Et là, je cite mon professeur Oliver Boyd qui parle justement de l'impérialisme médiatique. Donc, ce que dénonce aussi Michel Collomb dans ses ouvrages. Effectivement, et notre collègue également serbe, Christian Vikazovic, qui parle aussi de media weaponization, c'est-à-dire on est en train de s'armer des médias pour justement porter atteinte à telle ou telle culture ou telle ou telle nation. Et vous pensez que l'Afrique commence à prendre connaissance justement de ces enjeux, de la nécessité justement d'être aussi présent sur la sphère numérique, justement pour battre en brèche le discours dominant et avoir son propre discours? Alors, je dirais oui et non, dans la mesure... Oui, parce qu'elle est présente. Habermas dit « celui qui ne communique pas n'existe pas ». Donc, les Africains ont pris conscience de cette réalité, de cette nécessité de s'imposer sur la sphère numérique. Oui. C'est une nécessité. Mais j'aurais aimé dire un oui catégorique, mais les algorithmes ne sont pas forcément en notre faveur. Et je parle aussi autant qu'algérienne et africaine. Il y a aussi une prise de conscience de vouloir promouvoir le journalisme d'investigation, ce qui est pas mal. Je parle ici autant qu'enseignante également, où on a beaucoup d'étudiants qui veulent qui veulent mener le journalisme d'investigation. On le voit également en Tunisie. Oui. Donc il y a cette prise de conscience sur tous les plans. Maintenant, par rapport à la dynamique culturelle, il y a une forte dynamique culturelle en Afrique. Il y a aussi ce sommet de G20 qui se tiendra en Afrique du Sud. Une démarche à saluer, puisque... Le Rwanda qui accueillera le sommet mondial de l'intelligence artificielle aussi. Effectivement, le Kenya également. Je suis vraiment impressionnée par les efforts que le Kenya fait dans la promotion et dans l'exploitation de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine, je dirais, écologique, ou que ce soit également pour l'intégration des personnes non-voyantes. Il y a beaucoup d'efforts qui se font au Kenya, et ce sont des efforts à saluer. Et je dirais, il y a beaucoup de choses, il y a un chantier qui est assez vaste et assez ouvert en
en Afrique, mais ce qui est remarquable, c'est cette volonté de vouloir progresser dans tous les aspects, tous les domaines. Très bien, merci beaucoup Rima Louibi. Et toi Rabi, alors l'Afrique est confrontée à d'innombrables défis, effectivement, mais je parie que vous qui avez un tropisme pour les questions sécuritaires, je sens que vous allez me dire que le principal défi auquel est confrontée l'Afrique aujourd'hui, c'est d'abord des questions de sécurité, les questions sécuritaires, parce que l'Afrique est un continent magnifique, il regorge de ressources, c'est un continent, c'est à peu près 1,5 milliard de personnes, la majorité sont des jeunes, ils respirent la joie de vivre, il y a beaucoup d'espoir dans ce continent, mais c'est aussi un continent où il y a beaucoup de conflits, trentaine de conflits, presque 40 conflits, et beaucoup de conflits. Heureusement qu'il n'y a pas de conflits interétatiques, surtout des conflits internes liés au terrorisme et aux rivalités entre personnes. Cela fait déjà beaucoup, 40 conflits c'est beaucoup. Notre ami et confrère du Burkina Faso nous a parlé du Sahel central, mais il n'y a pas que le Sahel central qui aujourd'hui fait face à des défis sécuritaires importants. Oui, c'est tout le continent qui est confronté à d'énormes défis à relever avec les moyens dont il ne dispose pas justement pour des raisons qu'on peut évoquer ultérieurement. Aujourd'hui, l'Afrique, effectivement, elle est confrontée à d'innombrables défis, principalement sécuritaires, parce que sans la sécurité, il n'y aura pas de développement, même si aussi le développement entre dans les réponses aux questions sécuritaires. Mais voilà, donc aujourd'hui, l'Afrique, vous avez parlé de près de 40 conflits, on a exactement 38. Ils sont de basse intensité, certes, mais avec un impact considérable sur les populations et sur les États. Et donc, on a un continent où sont concentrés les conflits dans le monde. Vous évoquez le Sahel central. Aujourd'hui, le Sahel central est l'épicentre du terrorisme international. L'une des conséquences de la déstabilisation par l'OTAN de la Libye est bien évidemment la prolifération du terrorisme dans la région du Sahel central. Quand je parle du Sahel central, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, qui sont aujourd'hui confrontés à ce phénomène, à ce fléau du terrorisme, avec les moyens de bord. La question du terrorisme est une question existentielle pour le continent africain aujourd'hui, qui doit trouver des solutions globales. Et je vois que des pays africains aujourd'hui, tout à fait, il y a une prise de conscience sur la nécessité de conjuguer les efforts et de mettre en place une stratégie africaine pour résoudre et faire face justement à cette problématique qui est assez complexe, bien évidemment, mais qui ne peut pas être traitée avec un regard extérieur, qui ne connaît pas les réalités internes aux États. Et à l'Afrique, d'une manière générale, aujourd'hui, toutes les politiques menées contre ce fléau en Afrique, ils sont d'inspiration extérieure. Et ce qui s'applique à une région donnée en Europe ou en Amérique n'est pas forcément efficace pour le continent africain qui a ses propres réalités, qui a ses propres défis. Donc, il est question aujourd'hui de prendre en charge sérieusement, c'est un défi majeur, mais c'est un défi que l'Afrique peut prendre en charge, c'est la question sécuritaire. D'ailleurs, il y a un pays qui est au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est l'Algérie, et qui, en présidant le Conseil durant le mois de janvier, compte convoquer une conférence ministérielle pour justement traiter de cette problématique du terrorisme en Afrique. Il y a d'autres problèmes, bien évidemment, de déstabilisation de certains pays. Je pense au Soudan, je pense à ce qui se passe actuellement en RDC, et il y a d'autres régions aussi en compte de l'Afrique qui connaissent des tensions de basse intensité auxquelles l'Union africaine et les pays africains doivent faire face. En Afrique, encore une fois, la solution doit être africaine.
Très bien. Alors, pour vous, Moulay Touarabi, les questions de sécurité constituent le principal défi auquel l'Afrique aura... Parce que c'est l'argument essentiel et principal qui est avancé pour justement expliquer l'absence de développement, le manque de développement en Afrique. Très bien. Mais Michel Collomb, est-ce que vous pensez, est-ce que pour vous, est-ce un hasard que l'Afrique vive autant de conflits? C'est pratiquement le seul continent à enregistrer près d'une quarantaine de conflits. Aucune région d'Afrique n'est épargnée par l'instabilité. Alors, Afrique du Nord, on a au moins la Libye. Il y a aussi le Sahara occidental, qui est la dernière colonie d'Afrique, occupée illégalement par le Maroc depuis un demi-siècle. Donc, Sahara occidental, Libye. Vous descendez juste un tout petit peu plus bas, c'est tout le Sahel qui est embrasé. Vous allez en Centrafrique, c'est la même chose. Vous avez le Congo, la Centrafrique, etc. Et c'est un peu la même chose aussi un peu plus bas. Donc, est-ce que pour vous, est-ce que l'Afrique, est-ce que n'est pas victime aussi de ses atouts? Il y a une rivalité, l'Afrique est convoitée, et cette convoitise, me semble-t-il, du moins c'est ce qui nous apparaît, crée énormément d'instabilité. Écoutez, moi, c'est pas vraiment à moi à répondre à la question, c'est plutôt aux Africains. Et moi, j'avais envie de demander à notre ami, justement, est-ce qu'il est possible que des intellectuels africains ou des chercheurs d'investigation, comme qu'évoquait notre ami il y a un instant, est-ce qu'il serait possible de creuser cette question? Je vais faire un parallèle. Il y a 3-4 semaines, j'ai publié une vidéo qui analysait le fait qu'en 2009, la Brookings Institution, qui est un think tank très très important, bipartite aux États-Unis, annonçait tout un plan de mesures contre l'Iran et en 2009 et disait voilà, une invasion militaire, ça ne va pas marcher, un coup d'État militaire, on n'a pas les gens sur place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une stratégie de harcèlement avec des bombardements limités et il faut, le rapport disait très clairement, un chapitre était « Leave it to Bibi », donc il faut le faire par Israël, comme ça on pourra toujours dire que ce n'est pas nous. Et donc, là maintenant, avec ce qui vient d'arriver en Syrie, mon équipe Investigation a préparé un dossier, on va faire une vidéo un de ces jours aussi là-dessus. On voit que les textes de 83, de 86 de la CIA expliquent comment on peut, excusez-moi, je vais employer une expression grossière, mais il n'y en a pas d'autre, foutre le bordel en Syrie et se débarrasser de la Syrie et ainsi briser l'axe de la résistance. On a vu Hillary Clinton dans les mails qui ont fuité grâce à Wikileaks expliquer exactement la même chose, comment elle allait soutenir des terroristes pour se débarrasser d'un régime qui a peut-être des défauts, mais qui avait en tout cas le tort pour elle de soutenir la Palestine et de refuser les États-Unis. Et donc moi j'avais fait un livre en 2015 suite aux attentats Charlie, où j'avais creusé le lien entre les États-Unis et le terrorisme, Ben Laden, et ensuite Yougoslavie, Libye, Syrie, partout, etc. Il n'y a pas un grand travail de chercheurs à faire, d'aller farfouiller dans les poubelles de Washington, parce que ça se trouve dans leurs propres textes, et ils le disent eux-mêmes, et donc il faut amener ça à l'opinion. Et donc, la question que j'avais envie de poser, on sait aussi que la CIA publie chaque année des rapports sur l'état du monde, dans lesquels elle explique tous les conflits qu'il y a dans le monde. Sous-entendu, qu'est-ce qu'on peut exacerber le jour où on veut renverser un gouvernement qui nous dérange ou faire chanter, etc. Donc, je crois qu'il y aurait, moi, je serais très content si, de façon un peu coordonnée, on pouvait avoir le même type de travail sur ces 38 conflits de l'Afrique. Qui est derrière? J'étais en Érythrée il y a quelques mois. Monsieur Collomb, on sait déjà que le problème libyen a contribué à déstabiliser déjà toute la sous-région sahélienne. Bien sûr. Donc, puisque Sarkozy est maintenant menacé de prison, on devrait dire qu'il y a pire encore que la corruption et le fait de se remplir les poches. Il y a le fait d'avoir plongé la Libye en enfer. Moi, je suis allé pendant les bombardements en Libye 2 fois. J'ai vu, c'est des choses atroces. Et donc,
il devrait être en prison depuis longtemps pour avoir fait une alliance avec Al-Qaïda en Libye. Je l'avais écrit dans le livre que j'avais écrit Libye, auteur et médias mensonges. Ça se trouvait même dans la bouche de l'amiral Stavridis qui commandait les forces de l'OTAN à l'époque. Oui, nous avons fait alliance avec des gens d'Al-Qaïda, mais ils le font à titre individuel. Jolie nuance. Et donc, oui, il y a un énorme travail à faire là-dessus. Et je crois qu'on devrait, je parlais de la bataille de l'information et qu'on doit être coordonné. Moi, j'ai vraiment envie de faire écho à ça. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on publie massivement des choses pour montrer que la CIA, oui, dans les conflits en Afrique, on sait aussi que parfois, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a les États-Unis et la France. Ils sont en alliance contre les peuples africains, mais aussi en rivalité. Chacun veut la part du gâteau. Et donc, quand l'un soutenait le gouvernement au pouvoir, l'autre, discrètement, soutenait un mouvement d'opposition ou une guérilla, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on explique au public et c'est aux Africains à l'expliquer. Très bien. Merci beaucoup Michel Collomb. Alors justement, on a la chance d'avoir avec nous un confrère du Burkina Faso. Je rappelle qu'il est journaliste et rédacteur en chef à Omega Media. Il s'agit d'Abdoul Fattah Thiem Touré. Abdoul, est-ce que vous partagez l'avis de nos confrères ici au niveau du studio d'Ifriqiya FM à Alger? Est-ce que vous partagez du moins l'avis de notre ami Mokhranet Ouarabi, selon lequel le plus grand défi auquel aura à faire l'Afrique en 2025, c'est surtout le défi du rétablissement de la sécurité, c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et l'instabilité? Je suis tout à fait d'accord et vous imaginez bien moi qui vis au Burkina Faso, au Sahel central, c'est bien le premier vœu. Si je dois faire mes vœux aux Africains cette année, c'est de demander d'abord qu'il y ait la sécurité dans toutes les régions d'Afrique. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour dire que je ne suis plus rédacteur en chef. Je ne suis plus rédacteur en chef de Omega Media, même si je travaille toujours pour le groupe. Ah bah très bien. Donc vous êtes toujours journaliste à Omega Media. C'est ça. Très bien. Bah, voilà. Donc pour revenir au défi sécuritaire, c'est ce que le confrère a dit tout à l'heure. Le Sahel central, la Mozambique, la Corne de l'Afrique, la Libye, le Brésil libyen qui est toujours incandescent, et bien d'autres régions, le conflit dans l'est du Congo, il y en a plusieurs sur le continent. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse au moins réduire l'intensité de ces conflits-là, sinon en finir avec ces conflits-là pour qu'on puisse enfin amorcer ce développement tant attendu là, parce que nous sommes obligés à chaque fois de reporter nos agendas, de reporter nos priorités, parce que justement on n'est pas dans une situation optimale pour implémenter certaines résolutions, pour implémenter certains agendas. Quand on prend au niveau de l'Union africaine, il y a des agendas, que ce soit dans le domaine de la jeunesse, que ce soit dans le domaine de la démocratie, des droits de l'homme, etc. C'est vrai. Aujourd'hui, on a du mal à mettre en place parce que simplement les différentes régions du monde, de l'Afrique, ne sont pas au même niveau de stabilité aujourd'hui pour qu'on puisse avoir à peu près une certaine harmonisation de nos politiques à ce niveau-là. Ce qui pose un autre problème, et je pense que c'est l'autre défi dont on ne parle pas souvent, c'est l'unité africaine. Et ça, j'ai l'impression que de plus en plus, on jette ça aux oubliettes alors que c'est très important. Si aujourd'hui, tout à l'heure, M. Collomb a parlé des ingérences étrangères, moi, je mets toujours un bémol quand on parle des ingérences étrangères, parce que malheureusement, en Afrique, très souvent, quand il y a ingérence étrangère, on s'appuie sur quelque chose d'existant. On s'appuie sur un conflit latent ou réel. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend le Soudan, il y a déjà un conflit qui est là et chacun essaie de tirer profit de son côté. Et si on prend aujourd'hui d'autres conflits, même au Sahel aujourd'hui, on a le bloc occidental, on a la Russie, et chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Qui perd dans cette situation? Ce sont les Sahéliens. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui se passe au Sahel, c'est juste une guerre entre puissances. Mais qui est au centre de tout ça? Ce sont les populations sahéliennes, c'est nous qui subissons tout. Ce sont des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens qui sont obligés de fuir leur maison. Ce sont des Sahéliens qui sont en train de se poser des questions. Est-ce que si on sort de la CEDEAO, est-ce que ça marche ou pas, etc. Ce sont des questions qu'on se pose, mais ce sont des problèmes sahéliens d'abord. Quand je parlais de la question Peul n'est pas une question importée.
c'est une question réelle, bien sûr, qui a aussi été exacerbée par on va dire quoi, la colonisation à l'époque. Oui. Mais ce sont des problèmes qui existaient depuis toujours dans nos communautés, parce que certaines communautés n'ont pas réussi à s'adapter à d'autres, parce que chacun vivait en vase clos et en voulait à l'autre, ainsi de suite. Et tout cela nous a explosé finalement à la figure, bien sûr, dans un contexte où les grandes puissances essaient d'étendre toujours leur de souffler sur les braises. Partout, de souffler sur les braises. Donc il faut que nous, Africains, on puisse revenir aux fondamentaux, qu'on puisse nous-mêmes régler un minimum de conflits entre nous pour qu'on ne permette pas à l'étranger de venir s'immiscer dedans et donc d'éterniser certains conflits qui auraient pu se régler en une année. Exactement. C'est malheureusement ça. Et tout à l'heure, quelqu'un a rappelé le rôle de l'Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU. L'un des défis, c'est avoir un siège permanent. Oui. Oui. Allô? Vous êtes toujours avec nous, Abdel Fattah? Allô? Oui, allez-y, allô? Ah, très bien. Justement, toujours par rapport à la question de l'instabilité, de l'insécurité, de la lutte contre le terrorisme. Alors, la Confédération des États du Sahel est un sous-ensemble qui vient de naître. Il est un peu l'émanation de la charte du Liptako-Gourma. La charte du Liptako-Gourma, c'est un accord conclu entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, justement, pour mettre leurs moyens en commun pour lutter contre le terrorisme dans la région. Est-ce que vous sentez que ces initiatives commencent à porter leurs fruits, surtout au plan sécuritaire? Je suis plutôt mitigé pour le moment. La Confédération vient d'être mise en place. Il y a les premières opérations militaires conjointes ont été organisées il y a quelques semaines. Et en tout cas, selon la communication gouvernementale, il y a des acquis importants qui ont été engrangés. Mais au niveau des populations, pour le moment, on ne peut pas encore mesurer l'apport de la Confédération depuis qu'elle a été mise en place. Peut-être qu'on est pressé, peut-être que l'AES n'a pas encore suffisamment mis les différentes instances en place, n'a pas encore suffisamment mis toute la machine en marche pour qu'on puisse bénéficier des retombées. Mais il faut reconnaître aussi que c'est un chantier assez gigantesque parce qu'il y a la question même de la libre circulation des personnes et des biens qui n'est pas qui n'est pas encore un acquis en tant que tel. Il y a encore beaucoup de tracasseries sur les routes, il y a encore quelques difficultés à ce niveau-là. La lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine aussi. Hein. Le problème ne se règle pas du jour au lendemain. Il y a une impatience de la population, mais il faut qu'elle comprenne que ça prend du temps. Exactement, ça prend du temps, mais vous comprenez aussi que quand on est dans une situation où on fait face à un fléau depuis une dizaine d'années, il est normal qu'à un moment donné, on ait de l'impatience, qu'on soit pressé de sortir de cette situation-là. Mais comme je l'ai dit, ça peut aussi s'expliquer parce que cette nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place n'est qu'à ses débuts. L'AES n'est qu'à ses débuts. Elle est en train de se mettre en place. Elle est d'ailleurs en train de régler d'autres problèmes connexes, on va dire, comme justement le retrait de la CEDEAO. Et si on se retire de la CEDEAO, il y a tout un ensemble de mesures qu'il faut prendre. Il y a tout un ensemble de dispositifs qu'il faut mettre en place pour pallier la sortie de la CEDEAO. Donc ça se comprend que ça puisse prendre du temps, mais je le dis encore une fois, les populations veulent surtout la paix, veulent surtout la stabilité. Et donc il y a quand même de l'impatience à ce niveau-là, mais les choses sont en train de se mettre en place. Très bien. Merci beaucoup Abdel Fattah Thiem Touré. Restez avec nous, on a encore une ou deux questions à vous poser. Rima Louibi, vous avez parlé tout à l'heure des enjeux liés aux médias numériques, aux médias de manière générale, à l'importance pour l'Afrique justement de s'émanciper par rapport aux grands médias internationaux, des médias mainstream dont le rôle est de véhiculer un discours qui n'est pas tout à fait en adéquation, en accord avec les aspirations des peuples africains. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, en plus de la sécurité, en plus des médias, que l'économie est aussi
l'un des grands défis de l'Afrique d'aujourd'hui. Malheureusement, potentiellement, l'Afrique est un pays extrêmement riche. Il est possible d'y cultiver à peu près ce qu'on veut. Tout y pousse. Il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup de richesses. Mais l'Afrique est aussi... ce développement ou cet espoir est plombé par une dette abyssale. La dette africaine aujourd'hui, elle n'est pas loin des 1200 milliards de dollars. Oui, mais je ne dirais pas qu'il est plombé. Je dirais qu'il y a quand même une volonté de vouloir apporter des solutions pour sortir de ces crises économiques, justement. Mais tout est lié. Moukran a parlé justement des enjeux sécuritaire, il a parlé du terrorisme justement qui freine un petit peu le développement économique. On parle du chômage. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, parle en Afrique du Nord d'un taux à peu près de 22,4%, ce qui est quand même énorme pour des pays qui sont quand même assez développés. Et je dirais que l'Afrique peine à se développer économiquement parce qu'elle est prise justement par cette instabilité. Je me permets de poser cette question et vous me corrigez si je me trompe. Comment peut-on se développer quand il y a toute une sorte d'insécurité, que ce soit pour la population, mais que ce soit aussi pour les intérêts économiques. C'est-à-dire que c'est quasiment, je dirais impossible pour se développer économiquement tant qu'on n'arrive pas à garantir la sécurité de sa propre population et ses propres intérêts. On voit comment il y a le Mali qui a arrêté l'exportation alors de sa propre richesse qui est l'or. On a également le Sénégal aussi qui fait beaucoup d'efforts en termes de développement, en termes d'exploitation d'arachides. Il a aussi arrêté momentanément l'exportation de l'or sénégalais, exactement. On a déjà évoqué lors de notre dernière émission cette volonté sénégalaise aussi de s'aligner vers une sorte d'industrialisation militaire de voitures blindées. Donc il y a quand même une dynamique économique qui essaye de s'installer en Afrique, mais il y a aussi les enjeux, pour revenir à ce que Moukran a précisé, les enjeux sécuritaires. Oui. Très bien. Moukran et toi, Rabi, on aborde le volet économique. L'Afrique, on vient de le dire, est un continent très riche. Il y a des pays qui produisent de la prospérité, qu'on le veuille ou non, qui produisent de la croissance. Il y a des incidences de cette croissance sur la population. On construit des logements, on construit des routes, on construit des ponts. Mais il y a un effort quand même qui est contrarié dans certains pays par le poids de la dette, qui est un poids important, les services de la dette. Alors, il y a certains pays qui sont englués dans la dette. Alors, non seulement elles doivent rembourser la dette, mais elles doivent aussi rembourser les services de la dette qui sont presque aussi lourds que la dette elle-même. Et on a l'impression qu'au plan international, on fait tout pour que l'Afrique ne décolle pas. Les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale donnent des conditions aux pays africains qu'il est impossible d'honorer ou de réaliser. Tout à fait. L'Afrique est le continent qui subit le plus l'injustice du système financier international. C'est ça, justement. Aujourd'hui, jusqu'à fin 2023, début 2024, on estime la dette du continent à quelque chose comme 1,1200 milliards de dollars. Et l'Afrique a payé comme service de la dette en 2024 plus de 160 milliards de dollars. Et quand on connaît à peu près l'état financier des pays africains, c'est immense déjà. Ils travaillent pour le service de la dette, sans compter toutes les conditions qui sont mises en place par justement
la Banque mondiale et le FMI pour l'accès au financement et surtout lorsqu'il s'agit de financer des infrastructures de base qui sont nécessaires justement et vitales pour le développement de ces pays. Donc aujourd'hui, il y a un système qui a été mis en place qui est la prime à l'Afrique, donc le risque, qui est surestimé par rapport à d'autres régions du monde. On prend par exemple aujourd'hui le coût de l'endettement africain est 10 fois plus important qu'en Amérique latine et 20 fois plus important qu'en Asie. Alors que, c'est pourquoi je dis c'est injuste, parce qu'en termes de défaut de paiement, l'Afrique s'en sort plutôt bien par rapport à l'Asie et par rapport à l'Amérique latine. Par exemple, le défaut de paiement en Afrique, il est évalué par les instances internationales, notamment Mondis, à peu près 5,5%. Alors qu'au niveau de l'Asie, il est à 8,5% et un peu plus important en Amérique latine qui est à 13%. C'est pour ça que voilà pourquoi, de manière générale, plaide en faveur d'une réforme du système financier international qui est actuellement très défavorable à l'Afrique. Le système international est très défavorable. Il y a 2 régions en Afrique aussi qui subissent une deuxième injustice, c'est le choix de garder le franc CFA qui est aussi une injustice qui empêche ces pays à mener des politiques sociales dans leur pays parce que c'est une monnaie qui est dirigée de l'extérieur par la France, par l'ancienne puissance coloniale. Et quand je parle de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc il y a une nécessité que l'Afrique unisse ses efforts pour justement exiger une refonte du système international pour qu'il ne soit pas défavorable aux pays africains. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de redonner la parole à Michel Collomb, je tends le micro une dernière fois à notre confrère du Burkina Faso, à Abdoul Fattah Thiem Touré, qui est journaliste à Omega Média et qui est en direct avec nous. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, Abdoul Fattah Thiem Touré. Alors, on a parlé de la sécurité. Vous estimez tout comme nous que c'est extrêmement important pour l'Afrique de régler cette question. Tant d'autres questions en dépendent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les défis économiques qui attendent l'Afrique en 2025 ? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous aussi pour plaider en faveur de la réforme du système financier international et pour un allègement de la dette et pourquoi pas, comme le soutien de certains pays africains, pourquoi pas en faveur de l'effacement de la dette carrément parce qu'il y a aujourd'hui des pays qui ne peuvent plus honorer leurs dettes? Je pense que l'annulation de la dette aujourd'hui est une question de justice sociale internationale. Oui. Je pense que on devrait vraiment se plancher là-dessus et arriver à porter ensemble cette voie-là afin que ça puisse faire écho à travers le monde, qu'on puisse obtenir cette annulation de la dette. À défaut d'obtenir cette annulation de la dette internationale de l'Afrique, c'est au moins de la réduire considérablement pour permettre aux pays africains de prendre un bon départ. Donc je suis tout à fait d'accord avec cela. Et les défis économiques, ils sont vraiment là. Et pour y remédier, parce qu'on est aussi dans les perspectives, c'est aussi de voir une Afrique qui investit de plus en plus dans l'éducation de ses enfants, de ses élites, de ses ingénieurs, qu'on puisse mettre justement en valeur les richesses que nous avons ici, parce que très souvent on revient sur les richesses naturelles, sur ce que nous avons comme minerais, par exemple, pour ce qui concerne le Sahel, c'est l'or par exemple au Burkina, et bien d'autres substances. Mais le problème, c'est que très souvent, ce sont des étrangers qui viennent exploiter, parce que nous n'avons pas souvent la ressource humaine nécessaire sur place, parce que nous n'avons pas souvent la technologie nécessaire sur place. Mais je pense que le premier défi pour, en plus bien sûr de la dette, etc., de l'annulation de la dette, le premier défi sera aussi d'avoir cette ressource humaine-là qui puisse porter l'économie africaine, qui puisse investir et qui puisse aussi travailler. On a de plus en plus d'hommes d'affaires africains qui sont prospères, qui arrivent à avoir une certaine assise financière qui...
Très bien. Ah mince, nous avons perdu notre confrère du Burkina Faso. Mais son message est passé, nous l'aurons compris, les auditeurs aussi. Un dernier mot, Michel Collomb, avant de clore cette émission consacrée à l'Afrique et aux défis auxquels elle sera confrontée durant cette année 2025 ? Je pense aussi que l'annulation est la seule solution réaliste et juste. Il faut rappeler, il faut expliquer aux jeunes générations que la Banque mondiale et le FMI ont été créés non pas pour aider les pays qu'on disait sous-développés à l'époque, c'est le terme qu'on employait, mais pour les enchaîner. Il y a un très bon livre qu'on doit absolument diffuser d'un États-Unien qui s'appelle Perkins, je crois, John Perkins, ça s'appelle « J'étais un assassin financier ». Et il expliquait qu'il était chargé par un sous-traitant de la CIA d'aller proposer à des présidents des États d'Afrique et d'Amérique latine des grands projets énormes, genre des aéroports, mais aussi des palais présidentiels et toutes sortes de gros travaux d'infrastructure, et que le but de ça était d'endetter le pays pour pouvoir après le faire chanter. Il faut rappeler que Chirac disait « c'est pas la France qui est de l'Afrique, c'est l'Afrique qui est de la France ». Or, pourtant, c'était lui un des grands champions de la France-Afrique coloniale. Les États-Unis ont une dette colossale qu'ils ne rembourseront jamais, que nous payons tous par la suprématie du dollar et qui leur sert à venir faire la guerre et installer des massacres partout. La seule solution, c'est l'annulation. Très bien, merci beaucoup Michel Collomb. Merci d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation, l'invitation d'Ifriqiya FM. Merci beaucoup Rima Louibi. Merci Mkhonetou Arabi. Je remercie également notre confrère du Burkina Faso, Abdoul Fattah Thiam Touré. Dommage que je ne puisse pas le saluer comme ça de vive voix. Nous avons malheureusement la ligne a été coupée. Donc c'était le mot de la fin. Vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission consacrée aux défis auxquels sera confrontée l'Afrique en 2025. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Khaled. Au streaming, il y avait Soumia Basbouhidel. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.